Docteur Safwat Hatem, secrétaire général du Parti du Consensus National, vous avez suivi le compte rendu. Une question qui se pose, qui s'impose. Qu'est-ce qui a fait que la Russie a changé de prise de position et a décidé de frapper ces temps-ci? Écoutez, tout d'abord, je pense que les Russes, ils ont constaté quand même, après 5 ans de, se disant, la révolution syrienne et la guerre civile, il faut dire les choses comme telles. La réalité, c'est une guerre civile en Syrie depuis 4 ou 5 ans. Et ils ont connu quand même que cette guerre civile a fragilisé la position du régime en Syrie. Pendant 5 ans, il a résisté, il a réussi quand même de faire des victoires face des mercenaires islamistes, soutenus par des forces internationales comme les États-Unis et même les Européens et quelques forces régionales comme l'Arabie Saoudite et d'autres. Et malgré tout cela, je pense que la position du régime, dernièrement, elle était bien fragilisée. Bon, les Russes, ils ont constaté cette fête et à la suite, il a dû faire quelque chose pour intensifier et soutenir le régime en Syrie. Ça, c'est la cause directe, la raison directe pour l'intervention russe en Syrie. Mais il faut dire quand même, éloigné de cet aspect très régional, nous sommes devant une situation internationale très compliquée, qui se ressemble vraiment à ce qui s'est passé en Cuba en 1962, lorsqu'il y avait cette crise de la présence ou de l'existence russe en Cuba, et juste à côté les côtes américaines. Donc nous sommes devant crise d'aspect international et très intensifiée. Il y a plusieurs forces internationales qui s'engagent dans cette crise. Les États-Unis, les Européens, la Turquie, les Européens tous, la France, l'Allemagne. Et de façon, il y a une existence militaire. Ils ont derrière des forces militaires. Il ne faut pas nier quand même que les États-Unis ont soutenu quelques groupes de rebelles syriens, comme l'armée libre, et d'autres, certainement. On ne peut pas ignorer aussi qu'il y a des honneurs qui sont derrière Daesh, soit en Syrie, soit en Irak. Mais, bref, il faut dire quand même, nous sommes devant une situation internationale, devant une crise internationale. De la première fois depuis 60 ans ou 51 demi-siècle, nous sommes devant une crise internationale intensifiée de façon armée et militaire. Depuis plusieurs années, on a la guerre froide, depuis l'année 50, 60 et 70, qui est terminée à la fin de 80. Actuellement, nous sommes en une crise, une situation internationale de guerre, vraie guerre avec des armes. Et là, je dois attirer l'attention sur d'autres choses. La Russie a obligé tout le monde de regarder devant des armes très sophistiquées. Lorsque vous avez la présence russe dans la Méditerranée, et même en Syrie, et l'utilisation de certaines armes très sophistiquées de la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou peut-être depuis la guerre du Vietnam. Donc nous sommes devant guerre électronique, des armes très sophistiquées. L'avenir de cette confrontation entre la Russie et les Américains et les Européens, donc cette arme ou cette guerre, on peut dire guerre franche, avec des armes très sophistiquées, probablement, si on n'est pas du tout, si l'attention de garder la sagesse, probablement nous serons devant une situation dans l'avenir qui guerre ouverte dans la région. À votre avis, est-ce que c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont déclaré officiellement qu'ils ne coopéraient pas avec la Russie
en Syrie. Ils ont déclaré que leur aviation ne va pas coopérer alors que leur objectif est le même et c'est d'abattre ou de frapper l'État islamique. Mais de toute façon, il faut dire quand même que la possibilité de déclenchement de confrontation entre l'aviation russe et américaine et même turque et israélienne, c'est fort possible. Donc il ne faut pas nier ou minimiser cette possibilité. Donc s'il arrive cette confrontation entre l'aviation russe et s'il arrive quelque chose de cette façon, probablement la crise se sera intensifiée et donner un essor catastrophique pour tout le monde. Donc il faut éviter maximum cette confrontation entre les Russes et les Américains. Ça, c'est la première chose. Même la coopération, il faut aussi éviter la coopération entre eux. Je viens de cette question. Il faut prendre des mesures de précaution énormes pour éviter une guerre mondiale dans ce cas-là. Donc, je pense les Américains, les Occidentaux, ils sont au courant, vigilants d'éviter quand même cette possibilité, qui est fort possible. On peut arriver le jour au lendemain devant un accident qui engendre tout le monde, devant une guerre, déclenchement de guerre mondiale, avec retentissement et secondaire catastrophique, pas uniquement pour le Moyen-Orient, pour tout le monde, parce que les Méditerranéens, les Européens, la Turquie, ça, nous sommes dans une région vraiment très dangereuse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les Américains, depuis un an, ils ont montré une sorte d'inefficacité militaire vis-à-vis des frappes sur Daesh. Donc, la situation du président Obama et les Américains très délicate. Il se montre actuellement que les Russes ils sont efficaces, avec des armes très sophistiquées qui sont efficaces dans 10 jours, même pas le 30 septembre, nous sommes le 8 ou 9. 8 jours ou 10 jours, l'efficacité de frappe russe a montré à quel point ils ont d'efficacité vis-à-vis le Daesh. Et en même temps, un an de frappe américain, il n'a pas montré une efficacité énorme. Au contraire, malgré les frappes américaines, Daesh, il est... Et à votre avis, pourquoi? Est-ce une suprématie militaire, une question de tactique militaire, ou c'est la coopération du régime syrien avec la Russie qui a fait qu'ils ont formé une équipe? Vous voulez savoir ce que je crois moi-même? Les Américains, ils sont très contents de la situation qui s'est dégradée en Syrie. C'est une guerre ouverte, sans fin. Deuxième chose, régime fragilisé. Position d'Israël qui, malgré tout, meilleure. Et c'est un pays quand même qui a détérioré rapidement comme c'était le cas en Irak. Regardez la carte du Moyen-Orient. Moyen-Orient, c'est l'Irak, c'est la Syrie. Les deux pays sont vraiment dans un chaos, dans une catastrophe, c'est apocalyptique, soit en Irak, soit grâce aux Américains. Donc, à mon avis, le scénario de l'Irak, ça peut être le même scénario dessiné, tracé par les Américains pour la Syrie. Regardez la Libye, la même chose. Est-ce que vraiment, c'est ça, dans l'arrière-pensée des Américains d'arriver en Syrie d'une situation ressemblable à ce qui existe en Irak, en Libye? C'est fort possible. Mais est-ce que cette situation mieux pour le Moyen-Orient, pour les Arabes, les Russes, le Moyen-Orient, les Méditerranéens, le sud de l'Europe? Ça, c'est la question qu'il faut avoir d'une réponse claire. Pour nous, certainement, elle n'est pas du tout une situation qui ne plaît. Ce qui complique les choses aussi, c'est qu'il n'y a pas que Daesh en Syrie. Il y a beaucoup de groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et autres. À votre avis, est-ce que ça a été planifié dès le début, faire intégrer ces groupes islamistes de manière à ce que le territoire soit ouvert? C'est exactement le même scénario qui s'est reproduit dans d'autres pays, quelle que soit la raison. Écoutez, depuis 10 ans après la chute de Saddam Hussein en 2003,
s'est déclenchée cette guerre de terrorisme en Irak. Abu Mus'ab Zarqawi, tout ce groupe de djihadistes. À cette époque-là, j'ai dit à tout le monde dans plusieurs émissions comme votre émission que l'avenir du Moyen-Orient se sera menacé avec tous ces groupes de djihadistes, même le Golfe et l'Arabie Saoudite. Regardez les conséquences qui a engendré la présence américaine en Irak. En Irak, oui. Mais laissez-nous réfléchir d'autres choses. L'avenir aussi du Liban. C'est vraiment la situation se dégrade très rapidement comme c'était en Syrie. Donc le danger le lendemain, ce sera le Liban et la Jordanie et probablement l'Arabie Saoudite, et qui peut arriver jusqu'à nous en Égypte. Donc il faut être vigilant, il faut regarder l'avenir de cette région de façon intelligente. Mais à mon avis, les Américains, ils ont commis quand même beaucoup de dégâts dans cette région. Et la présence russe, c'est la dernière occasion, la dernière chance de faire une sorte d'équilibre de pouvoir, de force dans cette région. Et mettre tout le monde devant leur devoir. Est-ce que vraiment les Américains sont contents de cette carte de Moyen-Orient dans le chaos, dans les catastrophes, dans l'apocalypse now? On va parler tout à l'heure, comme vous avez dit, de la migration syrienne, mais d'ici, il faut dire quand même que la situation en Syrie, c'est que je dois souligner tout de suite, nous sommes devant une crise internationale, de façon qui peut, le jour au lendemain, déclencher une guerre mondiale si vraiment des accidents ou un accident inattendu arrive dans cette confrontation l'Occident avec l'Orient. Docteur Safwat Hatem, il y a sûrement beaucoup de détails qu'on aurait souhaité examiner ensemble, mais on aimerait passer tout de suite à la crise migratoire parce que d'ailleurs c'est une conséquence de la crise syrienne. Il faut dire que l'Union européenne a eu plusieurs prises de position entre l'admission de ces réfugiés, entre le refus et l'exclusion de ces réfugiés. Ils ont parlé de quotas, ils ont parlé de interne. Angela Merkel a exercé des pressions à la France et à l'Hongrie. Eh bien, on va voir les détails dans ce compte rendu. On va voir où est-ce qu'on en est quant à cette crise migratoire. À Bruxelles, aujourd'hui, l'Allemagne et la France ont lancé des appels pour changer les politiques d'asile. Docteur Safwat Hatem, à votre avis, où en est la crise migratoire? Les décisions changent au quotidien presque, et apparemment c'est un problème qui s'amplifie tous les jours. Il faut tout d'abord dire quelque chose. La crise migratoire, la migration syrienne, datée depuis 3-4 ans. Il ne faut pas oublier, parce que vous avez des émigrés syriens au Liban, le nombre d'immigration au Liban, parfois on donne 1 million. L'Égypte, après le président ici, il a dit on a à peu près 500 000 Syriens en Égypte, tolérés en Égypte. La Jordanie, on n'a pas de statistiques claires. Dans le Golfe, donc il faut dire quand même ce problème de migration syrienne s'est daté depuis 2 ans ou 3 ans, même. La question qui se pose, pourquoi la communauté internationale n'a pas pensé de ce problème uniquement lorsqu'il y avait des migrations en Europe. Et la migration dans le monde arabe, le Liban, l'Égypte, nous avons toléré par exemple en Égypte sans problème, malgré tous les problèmes en Égypte, le problème économique et social, et malgré tout cela, on a toléré quand même 500 000
personnes qui travaillent, qui ont des écoles, la santé, comme il a dit le président. La même chose au Liban. Il n'y a pas du tout, l'Égypte n'a pas vu, par exemple, des campings de réfugiés, comme c'était le cas en Jordanie. Ils sont bien intégrés dans la société égyptienne, partout dans l'Égypte, facilement. Bon, on arrive à deuxième point. Le problème de l'immigration, ça pose un problème. Ça pose des problèmes, pour moi, très mystiques, à mon avis. Il y a des énormes migrations qui ont passé de la Syrie, en Turquie, Bulgarie, Hongrie, et arrivé en Allemagne, en Autriche et en France. Là, tout d'un coup, les Européens, ils ont découvert qu'il y avait des migrations. C'est pas du tout le jour au lendemain, ils ont découvert l'immigration. Ils ont passé du jour dans les trains, dans des transports, traversés de frontières de plusieurs pays, comme la Turquie, la Bulgarie, etc. Et là, tout d'un coup, la question de migration, avec la photo de l'enfant mort sur la plage, là, le monde occidental, tout d'un coup, il a découvert qu'il y a un problème grave, c'est le problème migratoire. Mais ça pose une question. Toute cette démarche de la Syrie jusqu'à l'Europe, vous n'avez pas découvert, il y avait des migrations, il y a quelque chose de mystique dans cette question qui déclenche. Moi je dis quelque chose qui louche dans cette question. Pourquoi maintenant? Troisième chose, il faut dire quand même, la tolérance de l'Europe, moi je suis d'accord, mais le problème, avec toute cette migration, il y avait la migration des djihadistes, qui sont bien dans leur tête, ils ont le moyen de faire cette guerre des djihadistes en Europe. Et à mon avis, il faut savoir les choses. Là, quand vous dites le problème, la question migratoire de la Syrie, mais il faut dire quelque chose. Est-ce que l'Occident, il a pensé vraiment de façon très sérieuse de la migration en Libye? Hier, il y avait 100 personnes mortes dans la mer en Libye parce que il y avait cette tentative de migration clandestine. Donc, regardez les choses de façon très sérieuse. La migration en Libye, la migration en Syrie, la migration au Yémen, bon, à mon avis, nous sommes devant une situation internationale. Comme c'était le terrorisme, c'est une question internationale, la migration dans le monde, dans le Moyen-Orient, surtout la Syrie et l'Irak, et la Libye, le Yémen, nous sommes dans une situation très compliquée et à mon avis, il faut trouver une solution globale de ce problème, soit sur le cadre matériel, de fournir des choses pour des moyens économiques et sociaux pour les pays qui tolèrent, comme l'Égypte, comme le Liban, comme la Jordanie, la Libye. Et deuxième chose, il faut trouver une solution pour éviter le problème de la migration clandestine qui menace la vie humaine de ces gens-là. Donc, à mon avis, ce qui se passe actuellement, derrière ce problème humanitaire, il y a des problèmes, il y a des questions très mystiques, très dangereuses, qu'il faut leur répondre. Depuis longtemps, il y a le problème de migration, ça fleurit dans le monde, dans le Moyen-Orient. Là, lorsque l'Europe est touchée gravement avec la migration, ils ont commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette migration? Et depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y avait le problème. Ça, c'est mon avis sur la question migratoire. Très bien. Angela Merkel, apparemment, c'est elle la cheftaine. C'est elle qui gère les choses, notamment en ce qui concerne cette question migratoire. Elle a formé comme une équipe avec la France, un duo avec la France, et elle a appelé à changer les politiques migratoires. Mais quelles sont ces politiques migratoires qu'elle aimerait changer? Ça, vraiment, eux, elles savent. Jusque maintenant, à mon avis, c'est très difficile à dire quelle politique claire, migratoire, de migration, parce que c'est une migration d'urgence. C'est pas du tout
le sorte de migration qu'il y a avant. C'est des gens qui font la migration à partir de frontières de façon clandestine. Mais la question, nous sommes devant régions où il y a la guerre, comme c'était en Afrique, par exemple. Mais actuellement, nous sommes devant situation de guerre en Irak, situation de guerre en Libye, situation de guerre en Syrie. Le Yémen, qui est bien oublié. Je ne sais pas pourquoi on oublie le Yémen dans cette question, parce que vraiment, il y a aussi cette sorte de migration. Et la position et la situation et l'avenir de Yémen est dangereuse aussi. Bon, finalement, est-ce qu'ils vont trouver uniquement le cadre juridique pour sélectionner quelques migrations et le reste? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Expulser ceux qui ne sont pas du tout sur les normes européennes de migration, c'est une question très difficile. J'attends quand même qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais après la joie de recevoir et faire le discours humanitaire de bon cœur de Mme Merkel et les Européens devant la réalité dure de trouver en Europe, au cœur de l'Europe, des milliers et des milliers d'immigrés qui ont besoin quand même d'infrastructures assez énormes pour vivre, pour survivre. Apparemment, l'Allemagne, c'était le pays le plus preneur et le plus accueillant. La France est à mi-chemin, la Hongrie était purement contre. À votre avis, c'est fondé sur quoi ces décisions? Écoutez, l'Occident, il est toujours coincé entre deux choses. Le discours humanitaire et ces principes humanitaires, le droit de l'homme, etc., et la réalité dure. Bon, on reçoit dans des cas d'urgence des immigrations, mais on sait très bien la présence des immigrés dans la société européenne pose des problèmes, beaucoup de problèmes, au niveau matériel, au niveau des moyens, et en même temps une crise politique, parce qu'il y a en Europe, la France, hier il y avait des manifestations contre l'immigration en Allemagne. Il y avait des forces politiques en Allemagne contre la politique de Mme Merkel de recevoir des immigrés du Moyen-Orient. La même chose en France. Mme Le Pen, elle est contre cette... Bien sûr. Donc, ça va poser beaucoup de problèmes, soit sur l'échelle d'infrastructures que l'Occident peut donner, et deuxième chose, le problème social et politique à l'intérieur de la société européenne. Mais est-ce que Merkel va vraiment plutôt faire prévaloir le côté humanitaire et accepter les immigrants au détriment de sa popularité? Parce que ça lui a coûté quand même une bonne partie de sa popularité en Allemagne. À mon avis, finalement... Qu'est-ce qu'elle cible, à votre avis? La réalité et l'intérêt de la politique, de son parti politique et le pouvoir politique, finalement, ça va gagner. Ce n'est pas du tout les principes qui gagnent. C'est souvent les intérêts matériels, les intérêts personnels qui gagnent. Et à mon avis, finalement, ils vont trouver une solution pour encadrer l'immigration sélectionnée et une solution avec les immigrés qui ne sont pas du tout sur le nombre d'intégrité, l'intégrité ou le cadre juridique européen. Oui, mais qu'est-ce qu'elle pourrait gagner des immigrés qui n'ont rien à offrir à l'Allemagne pour le moment? Peut-être à l'avenir, il y en a qui ont dit que peut-être que l'Allemagne a besoin d'enfants à l'avenir parce qu'il n'y a pas vraiment un taux de natalité suffisant. Est-ce que c'est ça? Écoutez, depuis l'Allemagne s'est réunie, vous avez un pays qui encadre à peu près démographiquement en Europe occidentale, c'est le pays le plus peuplé, 80 ou 90 millions personnes en Allemagne, plus que la France. Bon, le problème de l'Allemagne, ce n'est pas du tout une question de natalité, c'est une question d'intégrité. Le problème qui se pose actuellement en Europe depuis 20 ans, 30 ans, c'est le problème de l'intégration des immigrés dans la société européenne. Surtout, ils savent très bien qu'ils sont des immigrés de Moyen-Orient, ils ont des religions différentes,
ils ont des coutumes, traditions différentes. Donc, à mon avis, la question qu'il va poser tout de suite, et même sur la table actuellement, comment faire pour intégrer cette migration qu'il a des traditions et coutumes et religions différentes de l'Europe, de la société européenne. Et à mon avis, la question c'est difficile. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Je n'ai pas de réponse claire parce qu'on attend qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est pas magique hein, de donner une baguette magique pour trouver une solution, mais il faut dire quand même la question qui se pose sur la table et derrière la table et dans les chambres fermées, c'est la question de l'intégration. Et deuxième chose, si vraiment il y a des intégristes parmi les immigrés. Et la France, que voyez-vous de la position de la France? Cette fameuse France-là où il y a vraiment, je ne sais pas, dans cette crise migratoire, la France n'a vraiment pas de position fixe. Mais écoutez, la France, M. Hollande, vraiment devant la crise syrienne, il faut dire quand même que M. Hollande, la position de la France vis-à-vis de la crise syrienne, elle est très réaliste. Lorsque ils savent en France que le changement de M. Bachar el-Assad maintenant se peut menacer l'avenir de la Syrie et déclencher une guerre confessionnelle dans cette région, la Syrie et le Liban. Mais rester ferme, dur devant la question de M. Bachar et demander qu'il n'y ait pas d'avenir à Bachar el-Assad dans les négociations politiques, c'est une position que je le trouve de M. Hollande est réaliste. Il faut le changer. Il faut dire les choses comme telles, comme il faut le faire. L'existence et la présence de M. Bachar el-Assad, c'est une garantie actuellement pour, d'ailleurs, c'est M. Sisi qui a compris cette question. Et je pense que M. Abdel Fattah el-Sisi, le président el-Sisi, dans ses négociations, dans des relations avec la France et l'Europe, quand même, il a montré à quel point l'existence d'un État fort et d'une armée syrienne unie et ferme, c'est une garantie pour la Syrie, l'Irak et le Liban. Il ne faut pas oublier le Liban. Le Liban, c'est quelque chose de très cher pour la France. La France regarde jusqu'à maintenant le Liban et la Syrie comme c'était l'ancienne colonie française. Il faut sortir de cette impasse et regarder la France. Il faut que regarde la Syrie avec une façon réaliste. Nous avons en ligne le docteur Taïmour Mustafa Kamel, analyste politique. Docteur Taïmour Mustafa Kamel, la question migratoire qui fait éruption en Europe et le duo franco-allemand qui s'est formé, à votre avis, dans quelle mesure cette crise est menaçante? Je pense que l'Europe, vis-à-vis de cette question, n'a pas vraiment réglé totalement cette question. Il s'agit maintenant que le Conseil de l'Europe ou les Européens ensemble doivent faire une conférence afin que quand même que ce problème doit être traité au fond. Ne pouvons pas se permettre actuellement vis-à-vis de cette histoire de migrants et surtout par rapport à cette catastrophe que les Syriens qu'ils ont vécue, laisser cette question de côté. Nous avons un droit de l'homme, l'histoire de migration c'est un droit de l'homme. Il y a des textes quand même qui prévoient des garanties concernant les migrants, mais je pense jusqu'à maintenant le seul pays qui a ouvert quand même sa porte à la guerre, ce sont les Allemands d'une part, mais il faut voir aussi l'aspect économique et l'effet positif ou négatif d'accepter des migrants sur le territoire européen. Je crois que tout spécialement et concernant l'histoire de la Syrie et tous les migrants syriens, c'est une question, je crois, humanitaire avant tout, et en même temps aussi, nous avons vu l'exemple du pays de l'Est quand il y avait l'Union et qui sont intégrés les pays de l'Est en Europe, il y avait 100 millions
Est-ce que vraiment les 100 millions ils sont partis en Europe de l'Ouest? Non, il n'y a que vraiment 4 millions qui sont, c'est-à-dire quittés leur pays. Donc l'histoire sur le plan économique et concernant la Syrie est très importante car nous allons voir dans les années à venir, il y a très peu de minorités en Europe. Les Syriens, surtout, ce sont des gens qui sont, c'est-à-dire pratiquement pas mal des intellectuels. Ce n'est pas le cas des immigrants, surtout en France, des membres de l'Algérie, de la Tunisie ou le Maroc, mais au contraire, donc voir cet aspect, c'est-à-dire positif de trouver une solution, mais je pense sans une conférence internationale et surtout européenne concernant, c'est-à-dire l'autodétermination de sort des réfugiés, nous donnons, c'est-à-dire une aspirine, un cardiaque simplement pour régler le problème pour le moment. Mais je pense qu'il faut voir sur l'aspect, c'est-à-dire humanitaire d'un part, aussi nous avons la question de la position européenne qui n'a pas encore réalisé et vu la catastrophe. De toute façon, nous avons vu les bêtises qui ont été faites par les Américains en faisant, c'est-à-dire cette attaque en Syrie. Nous n'avons pas du tout laissé, c'est-à-dire étudier l'histoire de la Syrie en disant que le départ de Bachar el-Assad, ce n'est pas la meilleure solution. Et nous voyons actuellement un main de fer dans un gars de velours, la position de la Russie vis-à-vis de Daesh. Donc il y aura, c'est-à-dire une possibilité de trouver une solution politique dans l'avenir. Je crois que l'entente qui a été faite entre la Russie et l'Égypte, d'autre part, a fait encourager la Russie à prendre vraiment maintenant une position ferme et en même temps aller pour faire liquider tout ce qui est extrémisme, l'extrémisme de Daesh et les autres terroristes qui sont sur place. Mais l'Europe ne doit pas rester voilà, avec des bras croisés, sans, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment une vraie une conférence qui peut vraiment donner des solutions à ces gens qui sont victimes d'une guerre et d'une guerre atroce, d'une part. D'autre part aussi, je pense que la France, le problème, je crois qu'il faut le voir sur le plan économique, le taux le plus élevé concernant le chômage, c'est la France. L'Allemagne, c'est le pays le moins, il y a moins de chômage en Allemagne par rapport aux autres pays de l'Europe. Donc, la France, elle a mis une solution temporaire de 40 000. Ça ne suffit pas, mais je pense d'une manière ou d'une autre, dans un but de trouver une solution voilà, définitive à ce problème, nous devrons voilà, mettre à table, c'est-à-dire exposer toutes les difficultés qui est la Syrie actuellement et surtout les victimes de la guerre en Syrie. Et d'autre part aussi, je crois, une solution maintenant politique, maintenant, je crois, s'ouvre avec une entente. Très bien. Oui. Docteur Taïmour Mustafa Kamel, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur un seul commentaire, en fait. Je pense que le modèle d'intégration des immigrés, d'immigration syrienne, c'est l'Égypte. En sachant quand même qu'il y avait quelques troubles sociaux arrivés au Liban, la même chose en Jordanie, mais le seul pays qui a intégré sans problème les immigrations syriennes, c'est l'Égypte. Ils sont bien intégrés, ils ont bien accueilli, il n'y a pas de problème, mais je dois souligner ça parce qu'il y a toujours cette campagne à l'extérieur, à l'étranger, contre l'Égypte et contre le régime en Égypte, surtout de l'opposition syrienne. Il faut dire quand même que l'Égypte a reçu un demi-million Syriens sans problème, bien intégrés, sans problème. Ils travaillent, ils ont des maisons, ils ont des apparts, ils ont des magasins, etc. Pas du tout, c'est pas du tout des campings et des réfugiés comme c'est le cas
en Jordanie et sans trouble social comme c'était le cas au Liban, hein, malgré tout, l'Égypte n'est pas du tout dans une position qui souffre énormément malgré il y a un demi-million. Les statistiques des immigrations en Allemagne, en France, en Europe, jusqu'à maintenant, je ne le connais pas. Combien a reçu l'Allemagne, la France, les statistiques réelles, jusqu'à maintenant inconnues. Mais nous, en Égypte, on peut dire quand même qu'on a entre 300 000 et 500 000 personnes réfugiées en Égypte. En ajoutant en tout cela l'immigration irakienne dans les années de la guerre, qui sont bien intégrés en Égypte sans problème, je dois dire c'est un pays qui accepte, qui accueille tout le monde avec bon cœur. Merci, nous sommes le pays, la base, le pays du monde arabe qui vraiment montrait, merci les Égyptiens, leur bon cœur, leur bienveillance de cette immigration. Vraiment, je dois saluer chaque Égyptien d'accueillir parmi eux cette immigration du monde arabe, surtout le Yémen. Le Yémen, il existe actuellement des immigrations du Yémen en Égypte. Et puis il y en avait du Soudan aussi. Du Soudan. De toutes les manières, nous devons passer à notre troisième rubrique concernant l'esplanade de la mosquée de l'Aqsa, car c'est un problème vraiment qui prend de l'ampleur. Il faut dire que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a donné l'ordre au ministre du gouvernement de ne pas, a demandé à la police d'interdire au ministre du gouvernement de se rendre sur l'esplanade de la mosquée de l'Aqsa à Jérusalem. Il y a eu de vives tensions entre Palestiniens et Israéliens ayant regagné le centre d'Israël. Il y a eu des accrochages. Alors donc, voyons les détails dans ce compte rendu. Docteur Safwat Hatem, apparemment, la violence a regagné aux territoires occupés. C'est un dossier dont on n'a vraiment pas entendu parler depuis longtemps. Et du coup, il y a énormément de violence et de déclenchement de violence. Ça nous rappelle que à chaque période de temps, il y a un problème qui se déclenche, de la violence qui en découle. Et encore une fois, ce dossier est à la une. À présent, c'est à travers le volet de l'esplanade de l'Aqsa. À votre avis, pourquoi est-ce que Netanyahou a interdit à ses ministres, à lui, de se rendre sur l'esplanade? Je pense à Netanyahou, il essaie de calmer un petit peu le jeu avec ses ministres, avec les intégristes juifs. Et après son discours dans l'ONU, qu'il a nié complètement qu'il y a un effort de son gouvernement, de son cabinet gouvernemental, de déclencher une sorte de provocation vis-à-vis des Palestiniens. Je pense de retour à son pays. Il essaye de calmer le jeu un petit peu et tirer l'attention autrement. Je pense le problème qui se concerne actuellement M. Netanyahou, c'est l'avenir surtout, la présence et l'existence russe en Syrie. Et actuellement, je pense qu'il va essayer de calmer un petit peu le jeu avec les Palestiniens et concentrer sur ce qui se passe actuellement en Syrie, surtout l'existence militaire russe, qui menace en même temps. Alors, je pense que Netanyahou regarde avec réserve ce qui se passe en Syrie. C'est vrai, vous avez dit depuis 4-5 ans, après ce printemps arabe, les territoires étaient très calmes, surtout Cisjordanie. C'est vrai, il y avait des problèmes à Gaza, mais Cisjordanie, plutôt c'était calme. Depuis 4-5 ans, on n'a pas vu de manifestations énormes dans cette zone. Mais à mon avis, si on regarde la carte de Moyen-Orient, il y a certainement plusieurs points qui attirent l'attention vers l'avenir avec tristesse, bien sûr. Et deuxième chose, avec la peur. Je crains quand même que toute cette violence qui déclenche partout dans le monde arabe, qu'est-ce qu'il va donner à la fin?
au jour, au lendemain, est-ce qu'il y aura certainement une guerre à gauche ou à droite, une guerre qui menace tout le monde, qui s'engage tout le monde dans cette guerre? Je ne peux pas répondre, mais à mon avis, la situation ici à Gaza, parce qu'il y a des frappes à Gaza, Netanyahou frappe à Gaza actuellement, et cette manifestation de provocation des intégristes juifs en Cisjordanie et à Jérusalem, toute cette image montre à quel point cette région a besoin d'une vision de l'avenir autrement ce qui a existé depuis des années. Je pense, ça il y a quelques minutes à dire ça, je pense que l'Égypte a un devoir énorme d'y guider le monde arabe, encore une fois, surtout l'Égypte existe de façon ou autre dans la crise yéméne, dans la crise syrienne, dans la crise en Libye, parce que c'est notre frontière, et bien sûr, nous sommes engagés de façon directe dans le conflit israélo-arabe, et à mon avis, l'Égypte a beaucoup de choses à faire. C'est vrai, nous avons des problèmes internes assez compliqués, mais on ne peut pas nier ce qui existe autour de nous comme menaces et comme des problèmes qui nous touchent directement. Regardez, la Syrie, le problème, on a parlé de la Syrie, de façon ou autre, nous sommes engagés. La question de l'avenir de la Syrie, l'émigration syrienne en Égypte, ce qui s'est passé en Irak, la migration irakienne en Égypte, le déclenchement de groupes de mercenaires islamistes en Libye, ça nous menace. Dans Yémen, autour de la mer Rouge, et tout cela, c'est une menace directe de la sécurité nationale de l'Égypte. Donc je souhaite que quand même le président Sisi, il a des conseillers assez compétents pour donner de bons conseils dans cette période très difficile. Les Palestiniens reprochent toujours aux Égyptiens la fermeture du passage de Rafah, mais il faut comprendre quand même que on ne peut pas laisser ce terminal ouvert tout au courant de l'année parce qu'il s'agit quand même de la sécurité nationale du pays. Là, je dois dire quelque chose. Bon, il y a des articles, il y a des règles qui contrôlent le passage de produits alimentaires et des hommes et des femmes à travers Gaza, soit avec l'autorité palestinienne qui représente jusqu'à maintenant officiellement les Palestiniens depuis le régime de Hamas à Gaza. Ce régime de Hamas est illégitime quand même. Mais si vraiment ils ont mature de trouver une solution et mettre tout dans les règles, il y a du passage sur les règles. Il y a des règles qui sont bien confirmées, qui sont bien étudiées, qui sont bien enseignées entre l'Égypte et les Palestiniens de Gaza, l'autorité palestinienne et les Israéliens. De quelle façon il faut passer et laisser et tolérer le passage de produits alimentaires et les hommes et les femmes. Et à mon avis, nous sommes actuellement dans une période très difficile. Hamas doit regarder son avenir à Gaza. Est-ce qu'il va rester de la même manière? Est-ce qu'il va continuer de menacer l'Égypte? Et ce qui paye pour la politique de Hamas, c'est nous, frères palestiniens à Gaza. Eh bien, docteur Safwat Hatem, vous êtes secrétaire général du Parti du Consensus National. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il est temps de clôturer ces trois volets que nous avons abordés aujourd'hui. La question migratoire, les frappes russes sur la Syrie frappant Daesh ou ciblant l'État islamique et les bases d'Al-Qaïda. Et aussi, nous avons jeté la lumière très rapidement sur la violence qui s'est déclenchée sur l'esplanade d'Al-Aqsa. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Très bonne soirée à tous. Bon week-end.